Eh bien, je crois que je ne m'y ferai jamais de la grandeur de ce bâtiment. Oh, bonjour, vous voilà. Bienvenue dans l'épisode 18 d'Histoire d'attraction, le chapitre final de la saga spéciale sur la CE, l'univers narratif d'Europa Park. Bien évidemment, et pour la dernière fois malheureusement, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, vous risquez de ne pas trop comprendre où je veux en venir. Pour ce chapitre qui clôt toute ma présentation, nous ne sommes pas aujourd'hui dans le QG de l'Adventure Club of Europe, comme vous pouvez le constater, mais au musée Kronassar en Norvège. Et oh, quelle coïncidence, bonjour Madame Noire. Bien le bonjour, comment on se retrouve? La présentation de la CE semble bien se poursuivre, j'ai l'impression. Je suis sur le point de la conclure, en racontant la fameuse histoire qui domine ces lieux. Rolantica, la fameuse île mystérieuse de la mer de Norvège. Une histoire riche et passionnante, mais qui montre aussi un passé plus sombre de l'Adventure Club of Europe. Et heureusement, depuis les choses sont rentrées dans l'ordre. Oui, j'ai oublié de le mentionner, mais Madame Noire, avant d'être présidente de notre société, est également directrice de ce musée. Un musée consacré aux vestiges des mers nordiques et surtout à Rolantica maintenant. Soyez-y les bienvenus. Je dois vous laisser, j'ai une conférence qui m'attend. Bonne visite à tous. Merci. Aujourd'hui, pour conclure cette saga, je vais avoir l'honneur de vous présenter l'histoire de la fameuse île mystérieuse dont Madame Noire a commencé à parler. En 2019, Europa Park décide d'aller au-delà de son parc d'attractions pour proposer à quelques kilomètres Rolantica, un très grand et très ambitieux parc aquatique, particulièrement en intérieur, sur le thème des mers du Nord, composé de nombreux toboggans, bassins, lieux de détente, puis aussi d'un hôtel accolé qui représente le musée Kronassar, où nous nous retrouvons actuellement. Mais quand je parle d'ambition, c'est aussi sur le storytelling que ça se passe. Car Europa Park en a profité pour y créer toute une histoire très précise sur l'île mystérieuse fictive Rolantica, qui permet alors au parc éponyme d'être magnifiquement bien décoré, surtout pour un lieu de loisirs aquatiques. Et cette histoire épique, il est temps pour moi de vous la raconter. Nous sommes il y a plusieurs milliers d'années, à Asgard, le monde des dieux nordiques. Loki, le dieu de la malice, s'apprête à commettre un acte particulièrement conséquent. Celui-ci décide de prendre un gigantesque bout de roche des murs magiques d'Asgard pour le jeter sur Midgard, le nom nordique donné à notre planète Terre. Cette roche, si grosse qu'on peut la considérer comme une montagne, c'est l'île mystérieuse et magique de Rolantica. Mais pourquoi un tel geste de la part de Loki? Était-ce juste pour s'amuser? Plutôt. Mais il ne s'agit pas là de s'amuser à bêtement balancer des roches sur Terre. Il s'agit surtout de s'amuser avec les vices des humains. Car au cœur de l'île, Loki a disposé une chose bien particulière, la source de vie, une eau magique qui permet à tout être humain la buvant de devenir immortel. Un don dont certains humains pourraient être malicieusement désireux et attirés, mais qui ferait gronder la colère des autres dieux d'Asgard, qui pourraient s'en rendre compte que certains humains se sont accaparés un tel pouvoir divin. Et Loki va réussir à en attirer quelques-uns. En 900 après Jésus-Christ, le chef viking Ragnak cherche désespérément un nouveau lieu qui pourrait servir de foyer pour sa tribu. Il fait alors appel aux dieux, dont il supplie de l'aide. C'est Loki qui apparaît devant lui proposant la terre de Rolantica. Voilà alors que la tribu de Ragnak arrive sur cette île après avoir traversé un épais brouillard qui dissimule Rolantica du reste du monde. Un volcan en son cœur menace d'exploser à tout moment, tel un rappel aux Vikings qu'ils ne doivent pas franchir certaines limites. Arrivés sur la terre ferme, ils découvrent un endroit paisible, Trolldal, une zone forestière de l'île où il loge des trolls et des géants de pierre, venus respectivement des royaumes nordiques de Svartalheim et Jotunheim. Des êtres inoffensifs qui se fondent dans le décor naturel des lieux. Pas loin, la tribu construit une place où loger, Ragnakor, une ville montée sur pilotis afin d'éviter de potentiels dangers, à moitié sur terre et à moitié sur mer. Tout semble paradisiaque pour notre chère tribu viking, mais un danger va commencer à les attaquer, le danger du pouvoir. Un beau jour d'exploration, l'équipe de Ragnak découvre l'arme fatale de Loki, la source de vie, l'immortalité, le pouvoir des dieux. Qui peut résister à une telle occasion? Certains vikings s'en donnent à cœur joie,
dégustant cette eau si pure et si divine. Mais ils se rendent vite compte des conséquences gigantesques de leur désir, assoiffé de pouvoir. Odin, le dieu de toutes choses, l'un des plus puissants d'Asgard, fait son entrée à l'île de Rolantica accompagné d'une colère encore plus sombre que la fumée noire qui s'échappe du volcan. Des humains qui osent s'accaparer un tel pouvoir, se prennent pour des dieux. C'en est déjà assez. Odin veut tout transformer en cendres, tout Rolantica, et les Vikings immortels avec. Mais après cette intervention orageuse, quelques lueurs d'espoir commencent à se présenter. Kaelani, une fille du chef de tribu, s'agenouille pour supplier les dieux de les épargner malgré leur erreur. Elle fut entendue par Frigg, la déesse de l'union, n'étant pas loin et s'approchant, tel un brin de soleil qui se ferait un chemin dans les sombres nuages. Celle-ci comprend que cette erreur, c'est surtout celle de Loki, et tente de raisonner Odin. L'accalmie s'installe, puis sous un grand soulagement, le dieu de toutes choses décide de les laisser en vie et de ne pas détruire Rolantica. Néanmoins, cela n'est pas sans condition. Les Vikings conservent leur immortalité, mais sont transformés en des créatures toutes particulières, des Mériens. Des humains possédant une queue de poisson, à la place des jambes, et pouvant vivre sous l'eau. Les Mériens de Rolantica doivent répondre à une mission, protéger jusqu'à la fin des temps la source de vie de toute main aventureuse qui tenterait de se l'accaparer. S'ils échouent ne serait-ce qu'une seule fois, Odin fera alors appel à une gigantesque créature, le Svalgur. Ce monstrueux serpent de mer, congelé dans l'imposant glacier de Winterhall à l'est de l'île, pourrait très bien se réveiller pour anéantir Rolantica si la moindre faute est commise. C'est alors qu'après avoir exploré les terres de l'île, les anciens Vikings se retrouvent à explorer ces fonds marins afin d'y vivre, un endroit qui semble aussi riche et beau que l'île à la surface. Leur vie se déroule généralement dans les caves naturelles de Lumafalls, sous la partie montagneuse de Rolantica. Là-bas, ils y font la rencontre d'un être bien particulier, Snorri, une pieuvre à 6 bras, pouvant vivre très longtemps, d'ailleurs toujours vivante et possédant des pouvoirs télékinésiques. Très attachant et curieux, il n'hésite pas à profiter de la surface pour se faire transporter par le courant d'Utananda. Ce fleuve circulaire créé par Loki a la drôle de particularité de n'avoir ni début ni fin. Toujours à la surface, à l'est, un temple en l'honneur de Frigg est érigé à la suite de sa conviction d'épargner les Vikings. Une statue est également construite dans le glacier de Winterhall à l'effigie d'Odin, un dieu dont les Mériens vont devoir difficilement honorer la mission qui leur a été donnée. « 1557 » Le roi suédois Gustave Ier se fait vieux. Ayant entendu parler de la légende de Rolantica ainsi que de sa source de vie, celui-ci décide d'y envoyer une équipe afin de la récupérer, commanditée par le capitaine Thor Johansson à bord d'un bateau nommé le Trekronor. Mais ce dernier comprend lors de son périple l'importance de la source de vie et décide de ne pas respecter la demande du roi. La source, il veut la garder pour lui. Chez les Mériens, c'est l'urgence absolue, le pire qui pourrait arriver. La solution à cet énorme problème commence à leur fuir des mains. Il faut impérativement stopper cette attaque, sans quoi le Svalgur ne fera qu'une bouchée de ce qui tourne autour de lui. Pendant ce temps, sur le Trekronor, un moussaillon nommé Finn, frustré de garder le navire, décide de partir lui aussi à l'action. Mais lors de son expédition sur les terres de Rolantica pour rejoindre les autres membres, il fait la rencontre de Kaelani, la fille de Viken Ragnak qui a demandé pardon à Odin. Immédiatement, les pensées de Finn sont tout autres. Ses yeux sont transpercés par la beauté de cette immortelle mérienne qu'il voit en face de lui. Kaelani lui raconte alors la malédiction de l'île, la menace du Svalgur. S'il vole la source, il peut voir toute la richesse, la beauté, les êtres de l'île, et optionnellement eux-mêmes, partir en fumée. Finn commence à raisonner, puis prend la solution de les aider, d'abandonner la mission qui lui a été donnée. Mais alors qu'il tente de ralentir l'équipage du Trekronor dont il ne veut plus appartenir, une Mérienne bien particulière intervient, Exena. Combattante et sans pitié, elle décide d'attaquer Finn et de le faire couler dans les fonds marins. Mais Kaelani, comprenant les bonnes intentions de Finn, décide de le sauver. Des tonneaux remplis de sources de vie sont fièrement déposés par l'équipage de Johansson qui commence à atteindre son but. Le temps presse
l'urgence est de plus en plus présente. Le bateau commence à partir. In extremis, les Mériens arrivent à faire couler le Trécronor et le butin qui s'y trouvait. Or, tandis qu'Exena et de nombreux autres Mériens s'apprêtent à tuer tout l'équipage qui s'y trouve, Finn s'empresse avec Kailani pour supplier les Mériens de laisser l'équipage partir sans la source et de les épargner. Chose qu'il obtient après de sages paroles de sa part. C'est un soulagement pour les Mériens, après une péripétie qui a failli être tout simplement le dénouement dramatique de leur histoire. Mais alors que tout peut sembler se terminer calmement, cet événement est à l'origine d'une immense fracture chez les Mériens. Leur état d'esprit diverge, par deux groupes aux méthodes différentes. D'un côté, une première moitié de Mériens, menée par Kailani, a pour envie de repousser les potentiels aventuriers de la source par le chant, sans les attaquer directement. On les appelle les sirènes. De l'autre, une seconde moitié, nommée les gardiens de la source, régie par la stricte Exena, préfère directement attaquer l'ennemi au corps, quitte à les tuer. On pourrait penser que ces différences de technique pourraient les renforcer, les unir. Oui, mais ce qui pose un problème diplomatique, c'est Finn. Un moussaillon venu de base pour attaquer Rolantica, qui s'est résolu et semble-t-il racheté, suppliant de laisser en vie son ancien équipage et qui vit désormais sur l'île de Kailani, son grand amour. Pour Exena, c'en est trop. Ce Finn semble pour elle être une véritable fumisterie. Un potentiel traître. Un froid s'installe alors entre les sirènes et les gardiens de la source, mais surtout entre leurs deux dirigeantes. Cela n'empêche pas Finn de faire preuve d'honnêteté et de justice, et ce, tout le long de sa vie, dans son envie de défendre Rolantica ainsi que son peuple. Puis forcément, un jour, Kailani, immortelle, voit l'humain dont elle est tombée amoureuse quitter ce monde. Les années, les décennies défilent. Les Mériens cohabitent ensemble, mais même si Finn n'est plus là, quelques divergences persistent. Les sirènes continuent leur vie à Luma Falls, aux côtés de Snorri, et affinent leurs dons du chant en les transmettant à leurs enfants. Kailani décide d'épouser un immortel Mérien, Bror. Les gardiens de la source, quant à eux, vivent dans le sanctuaire du Svalgur, à Winterhall, transmettant à leur tour l'art du combat à leurs descendants. Les gardiens sont accompagnés des Kelpie, des êtres mi-chevaux, mi-poissons, pouvant se déplacer très vite, avec lesquels ils profitent d'ailleurs pour faire une course de vitesse et d'agilité, nommée Lop. Hors de l'eau, ils montent parfois la garde en se positionnant sur Svalgurok, une forteresse en échafaudage prenant la forme du Svalgur et qui, de loin, pourrait servir d'épouvantail auprès des personnes qui voudraient voler la source. Bon, je vous parlerai bien de la vie sur Rolantica pendant des heures, mais comme le disait Madame Noire, l'histoire sur cette île est la preuve d'un côté plus sombre de l'Adventure Club of Europe, et je vais y venir. En février 1948, l'explorateur maritime Anders Svensson, désormais membre de l'ACE, découvre et émerge des fonds marins un mystérieux et gigantesque squelette du côté de Reykjavik, la capitale de l'Islande. Alors que d'autres membres de la communauté scientifique pensent à une espèce de dinosaure, un Chronosaurus, Svensson pense plutôt au légendaire monstre serpentin de Rolantica, le Svalgur. À cette époque, Rolantica est surtout un mythe. Personne n'avait apporté de réelles preuves de l'existence et de la magie de cette île. Puis, l'histoire du Trécronor est tombée dans l'oubli. En vérité, Svensson n'avait pas repêché le Svalgur, mais un autre membre de sa famille, le Bolvun. Quand vous êtes rentré à Kronassar, vous avez sûrement dû faire sa rencontre. À vrai dire, il est totalement inévitable. Svensson possédant une bonne partie de sa collection dans ce musée, il décide de l'exposer ici, suspendu au cœur du hall. Il semblerait d'ailleurs qu'une seule goutte de la source de vie sur ce squelette pourrait le faire prendre vie. Cette découverte est le départ de recherches concrètes sur Rolantica, notamment du côté de l'ACE. Au début des années 2000, Johan Malus est professeur d'université et surtout le 21e président de l'ACE. Curieux de l'histoire passionnante de Rolantica, il fait à cette époque la connaissance de Vivica Stenrock, une étudiante archéologue. Celle-ci voue sa vie au mystère maritime. Et ce qui l'intriguait, c'était l'histoire mythique de cette mystérieuse île, racontée par son père. Selon elle, la présence de nombreuses épaves de bateaux en mer de Norvège
pourrait être la preuve que Rolantica existe. Les habitants de l'île se défendant en coulant quiconque tenterait de s'approcher de leur territoire. Malus trouve les travaux de Vivica très intéressants et décide de l'inviter à rejoindre les rangs de la CE pour tenter de trouver Rolantica. Les recherches sur l'île évoluent, Vivica devient une brillante chercheuse avec des résultats très concluants. Et cette avancée aussi rapide fait naître sur le visage de Malus une certaine jalousie. Plus le temps passe, plus Vivica, qui voulait surtout découvrir l'île et sa beauté, comprend que les présidents de la CE ne partagent pas les mêmes intentions, qui sont quant à lui beaucoup plus personnelles. Il n'a que faire de l'île. Ce qu'il veut, c'est boire la légendaire source de vie. Une discorde commence alors à s'imposer entre les deux explorateurs. Ils ne deviennent plus des alliés, mais des concurrents pour savoir qui trouvera l'île en premier. Ce qui va rendre Malus particulièrement furieux, c'est la découverte que Vivica va faire. Une corne du casque de Loki. Cet objet, dont je ne vous ai pas encore parlé, est en vérité très important. Il permet à quiconque de retrouver Rolantica et, en soufflant dedans, dégage temporairement l'épais brouillard opaque qui cache l'île afin d'y accéder beaucoup plus facilement. Vivica l'utilise donc seule pour rejoindre Rolantica. Là-bas, elle décide d'y vivre, même d'y fonder une famille avec Falor, un mérien. Chose qui d'ailleurs va de nouveau créer une discorde entre les sirènes et les gardiens de la source. Depuis, même à Rolantica, il est difficile de savoir où Vivica est passée. Une de ses dernières preuves de vie est une lettre qu'elle envoie à Johann Malus, le suppliant d'arrêter sa quête pour la source de vie. Une chose que son destinataire ne va pas vraiment écouter. Tandis qu'en 2015, le capitaine de bateau Finn Olsen repêche par surprise les armoiries du Trekronor depuis les fonds de la mer norvégienne, Johann Malus tente par tous les moyens de se procurer une corne de Loki pour atteindre Rolantica. Et en 2019, il y arrive. Ni une ni deux, il exécute un pointu stratagème avec les connaissances de l'île qu'il possède. Arrivé au niveau du brouillard, soufflant dans la corne de Loki qu'il a entre les mains, l'île se dévoile alors à lui. La chose qu'il a tant convoitée depuis si longtemps. Pour les Mériens, l'histoire se répète. Mais les défenseurs de l'île sont plus armés que jamais et décident de se serrer les coudes. Alors que Johann approche de près son désir d'immortalité, celui-ci est capturé par les Mériens. Son vicieux projet s'effondre. Malus est épargné, mais du côté de la CE, qui est désormais au courant de ses actions, il doit quitter sa fonction de président en octobre de cette année. Catherine Noir, alors directrice du Chronassar, qui avait longtemps travaillé avec Vivica, devient la 22e présidente de l'Adventure Club of Europe. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre, et l'histoire de l'île est dévoilée au public. Madame Noir décide de créer une exposition dédiée à Rolantica dans un ancien marché aux poissons derrière le musée Chronassar. Cette exposition, vous pouvez la visiter. Il s'agit du fameux parc aquatique, représentant une réplique de la légendaire île. Winterhall, Trolldal, Svalgurok, Ragnakor, Luma Falls, la rivière circulaire de Snorri, des épaves de bateaux, et bien plus encore, vous pouvez y retrouver des lieux incroyables. Bon, je crois que je vous ai raconté pas mal de choses sur l'histoire de Rolantica. Enfin, presque. Dans mon récit, je vous disais que Vivica Stanrock avait fondé une famille. Eh bien, il semblerait que ses enfants aient joué un rôle bien important dans le destin de cette île. Leur histoire, vous pouvez la retrouver à travers la trilogie littéraire Rolantica, écrite par Michaela Hanauer et disponible à Europa Park. Vous pouvez également poursuivre votre aventure sur l'île mystérieuse avec l'attraction Snorri Touren à Europa Park, ou encore en partant en mission avec le très immersif escape game VR Aces of Ice Mission Rolantica, disponible dans les espaces VR Yulby. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Rolantica, mais aussi ma présentation de la CE, l'univers narratif d'Europa Park, qui d'ailleurs fête cette année ses 50 ans. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette manière de vous avoir raconté toutes ces histoires passionnantes vous a plu. Pour poursuivre votre découverte de l'Adventure Club of Europe, car il y en a encore beaucoup à raconter,
N'hésitez pas à découvrir les différents liens en description. Je profite de cette fin d'épisode afin de vous remercier grandement pour cette saison 2 d'Histoire d'attraction qui prend désormais fin. Une saison riche en épisodes qui furent particulièrement ambitieux, souvent sur des sujets au storytelling incroyable. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux et fidèles sur le podcast, qui, même s'il ne sort pas très fréquemment des épisodes, essaye de faire en sorte qu'ils soient les plus qualitatifs et les plus agréables à écouter. Celui-ci va faire une pause pour préparer les prochaines histoires que je suis déjà particulièrement impatient de vous raconter. Sur ce, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, à vous abonner sur la plateforme de votre choix ou encore à suivre Histoire d'attraction sur son compte Instagram ou Facebook pour être tenu au courant. C'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle saison d'Histoire d'attraction. Salut!